Et puis je vous parlais de ces histoires d'assassinats d'enfants en Ukraine. Ouais. Moi, ça m'a révolté, ça m'a foutu la gerbe et ça m'a mis dans un état de colère terrible, cette nouvelle. J'ai vraiment eu du mal. Faut être immonde pour commettre ce genre de truc, c'est immonde. Ouais, c'est vraiment ignoble. On va vous montrer la photo d'un petit garçon de 3 ans, Alexandre Soboliev, qui a été abattu en plein centre de Kiev le 1er décembre, en soirée. Donc il était avec sa mère à l'arrière de la voiture, que son père, Vyacheslav Soboliev, conduisait en plein centre de Kiev. Il venait de quitter le restaurant qui appartient au père de famille. Et puis là, il s'arrête au feu rouge. Et là, il a entendu le tir. La balle est passée à proximité de sa tête, mais c'est celle de son fils Alexandre qui était juste derrière qui l'a touché. Sa femme s'est mise à hurler. Il s'est retourné. Il a vu son fils touché à la tête. Il l'a attrapé, sorti de la voiture. Il a appelé à l'aide. Et en fait, le petit est mort dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. Ça a fait une onde de choc, cet assassinat, quand même, parce que... Bon, déjà, Soboliev, c'est pas un anonyme, c'est un homme d'affaires originaire d'Enakievo, donc qui est une ville ici en RPD, mais c'est un député du conseil régional de Kiev au sein du parti de Petro Poroshenko, donc c'est pas un pro-russe. Voilà, vous voyez comme quoi, c'est pas où vous êtes qui définit ce que vous pensez. Il semble que ce meurtre soit lié en fait à un conflit que Soboliev a avec Arthur Emelianov, qui est un ancien juge de la Cour suprême économique ukrainienne qui a été démis de ses fonctions en 2016, qui lui est originaire de Donetsk. Mais lui aussi, il n'est pas pro-russe, je te le dis tout de suite. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs années en arrière, Soboliev a accusé Emelianov de le harceler et de le menacer physiquement avec l'aide de Dmitri Linko, un ex-membre du parti radical, plutôt des mecs à bras tendus, et de son bataillon de Sainte-Marie, plus d'autres personnes comme Pavel Malik. Le but était de le dépouiller de son centre commercial qu'il détenait à Mariupol, après avoir pris ses propriétés à Donetsk. C'est un conflit qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les proches de Soboliev ont dit qu'une nouvelle dispute aurait éclaté récemment entre les deux hommes pour des histoires vraiment de gros sous, donc pas un petit machin. On montrera une petite photo d'un charmant petit mot de menace que Soboliev avait reçu en 2016, accompagné d'un petit pointeur laser. Et puis le mot disait « Le porte-clés, c'est pour que tu réfléchisses et ce n'est que le début. Pense-y et pars d'ici. Pense à toi avant de devoir penser à tes proches. Tu peux devenir leur problème. » C'est ce petit mot qui fait penser, d'ailleurs, que en fait, c'était pas tellement Soboliev directement la cible, mais son fils. Je vais expliquer pourquoi après. Bon, entre-temps, le Emelianov, lui, il a fui l'Ukraine. Son nom a été mentionné dans plusieurs affaires criminelles, dont une affaire d'enlèvement. En 2018, le bureau du procureur autrichien a ouvert une enquête pour l'enlèvement d'un des propriétaires d'un hôtel situé en Autriche. Les autres propriétaires ont accusé Emelianov et Malik de l'avoir enlevé pour le forcer à signer un accord pour régler le conflit de propriété qui les opposait. C'est une méthode de mafia, c'est quand même intéressant. Et puis, quoi de mieux, comme homme de main pour une personne utilisant des méthodes de la mafia que des ex-combattants d'un bataillon néo-nazi. Parce que dès le lendemain de ce crime, la police ukrainienne, pour une fois, a bien fait son boulot. Ils ont arrêté 2 suspects, 2 hommes d'une vingtaine d'années, qui ont combattu dans le Donbass au sein d'un bataillon de secteur droit. Merde, pourquoi je suis pas surprise. Voilà, organisation néo-nazie, je le rappelle, dont le drapeau et l'idéologie sont calqués sur ceux de Stepan Bandera et de sa bande de salopards. Voilà. Je rappelle les collaborateurs des nazis, ceux qui ont fait le massacre de Babi Yar. Vous irez regarder sur Internet. Voilà. Les deux salopards ont très vite admis leur crime devant les policiers. Donc, ce qui permet d'avancer assez rapidement dans l'enquête. D'après les informations publiées par plusieurs sources, celui qui a tiré sur la voiture était un des meilleurs tireurs d'élite de son unité. Et dire que ces types-là peuvent venir en France sans visa. Sans visa, et je le rappelle, toujours encore, comme je l'ai dit la semaine dernière à propos des terroristes islamistes réfugiés en Ukraine, c'est pareil pour les néo-nazis. Ces gens-là peuvent voyager partout en Europe sans visa. Voilà. C'est rassurant, Je veux dire, je rappellerai aussi la petite information sur le trafic d'armes en Italie par un groupe néo-nazi qui est lié aux néo-nazis ukrainiens. Je renvoie à mon petit article d'il y a quelques mois en arrière sur Donbass Insider. Donc moi, le fait que le mec était un des meilleurs tireurs d'élite de son unité, et sachant que les unités néo-nazis ont généralement des bons snipers, qui sont bien formés, qui ont du bon matériel, moi je crois pas du tout à la balle perdue. Non. Je pense qu'effectivement la balle était bien destinée à l'enfant. Il y en a d'ailleurs plusieurs
parmi les proches de Soboliev qui te disent que, effectivement, ils pensent qu'au vu du mot qui avait été reçu en 2016, la cible, c'était pas Vyacheslav, mais bien Alexandre. Le but, c'était en gros de faire peur et de faire pression sur le père en tuant le fils, quoi. Voilà, sinon, il y aurait eu une deuxième, voire une troisième balle pour atteindre voilà, le père. Voilà, surtout quand il est sorti de la voiture avec le gamin dans les bras, je pense que là, là c'est une belle cible. Voilà. Donc, voilà. Bon, même si Emelianov était reconnu comme étant le commanditaire, je pense qu'il y a peu de chances quand même qu'il soit amené un jour devant un juge, grâce au fait qu'il a réussi à fuir le pays, malgré les nombreuses affaires pénales ouvertes contre lui, y compris en Ukraine. Il n'y a pas qu'en Autriche, en Ukraine aussi, ils ont ouvert des trucs contre lui. Bon, quant aux deux hommes de main, ça a juste démontré que j'avais raison. J'avais raison et j'avais raison. Vous alertez depuis plus de 3 ans sur le danger que représentent ces néo-nazis ukrainiens, ces bataillons qui sont armés jusqu'aux dents. Voilà, puis ils sont pas dangereux que pour le Donbass, ils sont aussi dangereux pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Union européenne. Voilà, à force d'armer, de soutenir et de fermer les yeux sur les crimes des néo-nazis ukrainiens dans le Donbass, c'était sûr qu'un jour, il y allait avoir des trucs comme ça en Ukraine, et puis demain, ça sera en Union européenne. Voilà. Je vous le dis, un jour vous allez les voir débarquer, puis ils buteront des gens dans les rues de l'Europe. Il faudra rappeler à Macron sa responsabilité là-dessus. La mère Merkel aussi, parce qu'ils ont fermé les yeux sur tout ça. Donc voilà, on ferme les yeux sur le fait que les autorités ukrainiennes encensent des collaborateurs de nazis. Ils veulent célébrer la naissance d'un des fondateurs de la division SS Galicie, quoi. Allô. C'est comme si en France, on célébrait la naissance des mecs qui ont fait partie de la division SS Charlemagne. Allô? Est-ce qu'on peut arrêter les conneries 5 minutes? Donc, non, moi je pense que le truc au format Normandie, je pense que Zelensky va venir avec des propositions débiles. Quand il va revenir, il va te dire que la Russie a refusé de faire la paix, et puis il va te dire, voilà, on va foutre les accords de Minsk de côté, et puis ils vont nous la foutre avec ce scénario chypriote. C'est quasiment certain. Voilà, ça va se faire comme ça. Voilà. Après, est-ce que Poutine va négocier pour à ce moment-là étendre l'abandon à la totalité du Donbass et pas seulement à la zone qui est actuellement sous notre contrôle? Ça, c'est une autre histoire. Mais je pense sincèrement que il faut, quoi. Il faut qu'au moins la volonté populaire qui s'est exprimée en 2014 soit respectée. Voilà. Après, vous faites votre vie dans votre coin côté ukrainien, on n'en a plus rien à foutre, on fait notre vie de l'autre côté, et puis on verra bien ce qu'il en sera dans 10 ans. Je pense que ça va être très instructif. Je pense que là, au niveau des discussions trilatérales sur le gaz, ça patauge. C'est très mal barré. C'est très très mal barré parce que l'Ukraine s'accroche à ces histoires de plaintes devant les cours d'arbitrage. Ils veulent pas lâcher le beefsteak. Le truc, c'est qu'en fait, s'ils veulent conclure un nouveau contrat qui va être valable à partir du 1er janvier, ils ont maximum jusqu'au 13 décembre. Parce qu'après, il faut le temps de processer tout le truc, tu vois. Ils n'ont pas jusqu'au 31, tu vois. Ils ont jusqu'au 13. On est déjà le 7. Et les réunions techniques qui devaient avoir lieu et cette semaine et la semaine précédente ont été annulées. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se foutre... t'as d'abord des experts techniques, tu vois, qui discutent avant qu'il y ait les discussions, entre guillemets, au niveau officiel. C'est normal. Et cette préparation technique n'a strictement rien donné. Ça patauge toujours, il n'y a toujours pas d'avancée. Donc là, ils ont 6 jours pour réussir à signer un truc. Sinon, ils se retrouvent sans gaz. Ouais. Parallèlement au fait que... les Russes fournissent désormais du gaz aux Chinois par aux Chinois, force de Sibérie. Ça c'est déjà fait. Turkish Stream, donc c'est bientôt, c'est très bientôt là. Et puis Nord Stream, c'est bon puisque maintenant les Danois ont donné le feu vert, donc là la construction va pouvoir reprendre, donc ils vont être un petit peu en retard, mais enfin. Je dirais entre ce qui peut passer par Turkish Stream, le fait que les Allemands ont bien senti que ça sent le pâté et qu'ils ont fait appel de la décision qui restreignait l'accès au pipeline Opal à 50% seulement pour Gazprom, je pense que... Et puis sinon, ils enverront quelques méthaniers pour faire la jonction jusqu'à ce que Nord Stream 2 soit opérationnel. Voilà, c'est tout. Là, à un moment, il faut arrêter. Puis, quand ils se retrouveront sans gaz, Naftogaz va se calmer. Et puis, ils vont dire, ok. Et puis, ils feront ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais à un moment, il va falloir arrêter ces délires avec les cours d'arbitrage, à essayer d'extorquer du pognon à Gazprom. C'est fini, ça y est. Vous n'avez plus le monopole, c'est terminé.
le lever de pression, vous l'avez perdu. Et c'est de votre faute, parce que vous en avez abusé. Donc voilà, à un moment, entre le vol de gaz, les tentatives d'extorsion d'argent, enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc je pense que là, ils sont dans la merde côté ukrainien. Ils sont dans la merde. J'encourage nos auditeurs aussi à aller lire l'article que j'ai fait sur l'ONU, là, qui demande à l'Ukraine d'enquêter sur les histoires de pillage commis par les soldats ukrainiens dans le Donbass. Là, j'ai eu des discussions avec un acteur humanitaire qui travaille des deux côtés et qui m'a dit que côté ukrainien, c'est une catastrophe. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. À Avdiivka, ils n'ont même pas d'eau. Ils n'ont même pas d'eau courante, ils n'ont pas de chauffage, que les autorités ukrainiennes n'en ont rien à foutre. Pourquoi 3 jours avant d'avoir un problème de santé grave avec une absence d'eau, hein? Voilà. Donc, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Donc, les gens sont complètement abandonnés. C'est d'ailleurs ce que les gens disent dans ce rapport de l'ONU, hein, que en gros, les autorités ukrainiennes ne leur viennent pas en aide. Ils sont expropriés de leurs appartements. On leur donne pas de logement de remplacement. On leur donne pas de compensation financière. Enfin, je veux dire, c'est du délire, quoi. Je veux dire, ici, quand les gens, leur maison est détruite par un bombardement, les autorités essayent de fournir un logement. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à la famille de la petite Rita qui avait été relogée à Gorlovka dans un appartement. Je veux dire, autant que faire se peut, voilà, on essaye quand même de faire quelque chose. De l'autre côté, rien du tout, quoi, que dalle. Mais vraiment, et la personne était vraiment choquée et me disait, vraiment, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Je dis, oui. Ils les considèrent comme des citoyens de seconde zone. Et on voit chaque jour des déclarations qu'on voit comme là, quoi. Enfin, je veux dire, Zelensky qui dit, si vous vous sentez russe, cassez-vous en Russie. Mais cette région a été russe bien avant la fondation de ce truc artificiel qui est l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine, elle a 100 ans. Il faut arrêter. Je veux dire, le Donbass a été russe plus longtemps qu'il n'a été ukrainien. Et je veux dire, c'est pas parce que les soviétiques ont transformé des Russes ethniques en Ukrainiens d'un coup de crayon sur un passeport que ça a changé la réalité. C'est pas parce que tu écris que le ciel est rose qu'il est plus bleu. Hein, voilà. On a quand même une petite pensée pour les Ukrainiens qui n'ont pas de chauffage et qui n'ont pas d'eau chaude. Ouais. Puis ils n'ont même pas d'eau du tout. Hein. Sur ceux qui sont à Avdiivka, ils n'ont même pas de flotte courante, même pas d'eau courante. Hein. Donc, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Hein. Je veux dire... Non, là c'est vraiment... Je dis, le pays est en train de se somaliser à une vitesse grand V. Et moi, quand je regarde les déclarations de Zelensky, etc., il n'a pas du tout l'intention d'appliquer les accords de Minsk. C'est de l'écran de fumée. C'est de l'enfumage, comme Macron qui te dit qu'il veut améliorer ses relations avec la Russie, et mon cul sur la commode. Voilà. Arrêtez de croire les déclarations des politiques, surtout occidentaux ou ukrainiens, entre ce qu'ils disent et la réalité, il y a le Grand Canyon. Voilà. Regardez les faits, regardez ce genre de déclaration. Je veux dire, non. Quand tu vois qu'il amène clairement des propositions délirantes qui vont forcément amener à une réponse négative, qui te prépare déjà l'opinion publique en mode, oui, bah écoutez, si ça échoue, on mettra un mur entre eux et nous. Que tu as plein de mecs comme Gordon, comme Sentsov qui sont en train de te dire oui, non, mais il faut abandonner le Donbass, ils sont infectés par le virus pro-russe. Ou là, même maintenant, cet auteur anglophone, dans un média qui n'est pas du tout un média russe ou quoi que ce soit, je veux dire, donc qui te dit la même, à savoir l'Ukraine doit renoncer au Donbass. Ça, c'est ce qui s'appelle. Ça, c'est vraiment la fabrique du consentement. C'est vraiment ça. On est en train de te préparer l'opinion publique pour te faire passer ce scénario chypriote. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est de la préparation d'opinion publique et ça bat son plein. Et ça montre clairement que cette analyse, elle est bonne. Zelensky te fait croire qu'il est le président de la paix, mais il ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, les Ukrainiens le voient bien, puisque, comme je disais la semaine dernière, Zelensky a perdu quand même 21 points de popularité en 3 mois. 21 points. C'est monstrueux. Il n'y a jamais eu aucun président ukrainien qui a eu une chute de popularité dans les 6 premiers mois après son élection. Pareil. Bon, les autres démarraient pas d'aussi haut, tu me diras. Hein. Mais quand même. Bah, c'est encore plus grave. Parce que ça veut dire que... Il a été élu quand même par presque les 3 quarts de la population ukrainienne. Donc, et là, les gens se rendent bien compte, et je renvoie les gens au site web que j'ai tourné toute seule la semaine dernière, donc il est sur la chaîne YouTube de Donbass Insider.
Vous allez voir, c'est monstrueux. Les gens se rendent compte qu'ils font n'importe quoi concernant l'application des accords de Minsk et la résolution du conflit dans le Donbass. Ouais. Le pourcentage d'Ukrainiens qui disent le gouvernement fait de la merde sur ce dossier, il est en hausse constante. Donc, ils sont quand même pas demeurés, tu vois. Enfin, je veux dire, ils se rendent bien compte que les mecs, ils font de la merde. Donc, je veux dire, à un moment, voilà, dites-le honnêtement, les accords de Minsk, on les fout à la poubelle, mais arrêtez d'essayer de foutre ça sur le dos de la Russie ou des républiques populaires. Je veux dire, vous êtes les seuls responsables parce que tout simplement, ces accords sont mornés, parce que comme l'a dit c'était Natalia Nikonorova, ça a été signé pour sauver l'armée ukrainienne. Donc, clairement, c'était pas des accords en faveur de l'Ukraine. Et donc, c'est clair qu'ils ne vont pas les appliquer. Et puis il y a de grandes chances pour que ce soit Washington qui commande derrière, pour que ce soit dans cette direction-là, hein, parce que ils veulent pas d'une situation de statu quo de toute façon. Donc peut-être que là Zelensky va s'opposer à Washington de ce point de vue. Ouais, on va voir. Hein. Enfin bon, en tout cas, pour l'instant. Je pense que c'est très très mal parti et je pense qu'il n'y aura rien d'extraordinaire qui sortira, en tout cas de positif de cette discussion, et je pense qu'au contraire on va voir Zelensky revenir en disant bah écoutez, ça aboutit à rien, la Russie veut pas la paix, et puis il va nous sortir son plan B du chapeau, et puis voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il y a de bonnes chances de se passer. Ou alors on va avoir des déclarations lénifiantes avec une signature d'un papier non contraignant qui dira que voilà. Ouais, bah, comme Kiev ne respecte même pas sa signature et des accords contraignants. Alors, non, mais c'est ça quoi. Déjà la formule Steinmeier. Non, on n'a pas signé la formule, on a signé le texte de la formule. Ouais, non, mais c'est... Enfin, bah, ça t'as compris. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut rien attendre d'extraordinaire, mais bon, on commentera ça samedi prochain. Et donc je te dis à samedi prochain pour le prochain SITREP, et puis en espérant quand même que le nombre de violations va se maintenir à un niveau assez bas, même une fois que la réunion sera passée. Oui, c'est la crainte que ça remonte après. Ouais. Donc situation à suivre. Très bien, mais en tout cas merci pour le SITREP, Christelle, merci pour l'actualité dont on a tant besoin pour savoir ce qui se passe là-bas. Et donc peut-être à samedi prochain, parce que je suis très occupé ces temps-ci, donc oui. En tout cas, le prochain SITREP aura lieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, de toute façon, au pire, et comme je dis aux gens, vraiment, suivez Donbass Insider, le site, on a la chaîne Telegram où vous êtes sûr de ne rien rater, on est sur Contact, sur Facebook, sur Twitter, voilà. Donc vraiment, vous avez un ample choix, on va dire, de canaux via lesquels vous pouvez recevoir l'information, donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les prochains SITREP. Oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci encore une fois, Christelle. À très bientôt, en tout cas, pour un nouveau SITREP. Au revoir.